Mon frère, Antoine, obtenait tout en premier. Le premier vélo, la première voiture, la première lettre d'acceptation à l'université encadrée au mur. Le premier vrai emploi avec un salaire dont maman pouvait se vanter à la messe. Tout en premier. Je suis né en deuxième, 3 ans plus tard, et j'ai passé toute mon enfance à entendre parler des exploits d'Antoine tandis que les miens n'étaient que des notes de bas de page. Antoine est encore au tableau d'honneur, annonçait maman au dîner. J'y étais aussi, mais personne n'a encadré mes bulletins. Antoine a joué au football au lycée, capitaine en terminale. Le journal local lui a consacré un article. Papa a gardé des exemplaires dans son bureau pendant des années. J'ai joué au tennis, j'ai atteint les finales régionales en première. Papa a oublié de venir au match parce qu'il aidait Antoine à emménager dans son studio à la Sorbonne. Le schéma était établi très tôt. Antoine était l'histoire à succès. J'étais le personnage secondaire de son récit. Après le lycée, Antoine est allé à la Sorbonne avec une bourse partielle d'excellence. Il a étudié le commerce, a rejoint la meilleure fraternité, a obtenu son diplôme avec mention et 3 offres d'emploi, a choisi un cabinet de conseil à Paris, commençant à 78 000 €. Je suis allé dans une petite université d'arts libéraux à 2 heures de là. J'ai étudié l'économie et les sciences de l'environnement, une combinaison inhabituelle qui a fait demander à papa, quel genre de travail cela te procure-t-il ? Je suis intéressé par le développement durable et l'économie côtière. Donc, rien de pratique. J'ai travaillé pendant mes études, j'ai fait le service, donné des cours particuliers, fait de l'aménagement paysager pendant les étés, j'ai obtenu mon diplôme avec 31 000 € de prêts étudiants que j'étais déterminé à rembourser aussi vite que possible. Antoine a obtenu son diplôme sans dette. Maman et papa avaient couvert ce que sa bourse ne couvrait pas. Mon premier emploi était auprès d'une organisation à but non lucratif de conservation marine à Marseille. Salaire, 34 000 €. Je vivais dans un minuscule studio dans un quartier discutable, mangeais des nouilles instantanées la plupart des soirs et passais mes journées à travailler sur la politique de développement côtier. La carrière d'Antoine dans le conseil a prospéré. À 25 ans, il gagnait 110 000 €. Il a acheté un appartement de luxe dans le quartier chic du 16e arrondissement de Paris. Il a posté des photos de cet appartement constamment, les vues sur les toits, la piscine sur le toit, les plans de travail en granit. À 25 ans, je vivais dans le même studio, conduisant une Peugeot 206 vieille de 15 ans, portant des vêtements de friperie au travail. Maman appelait ça « se trouver ». Papa appelait ça « ne pas se donner à fond ». Antoine appelait ça « les années de galère que nous traversons tous ». Sauf qu'Antoine n'avait pas galéré. Pas vraiment. Ce qu'il ne savait pas, ce que je ne leur ai jamais dit, c'est que je ne galérais pas. Je stratégisais. Mon travail à but non lucratif m'avait mis en contact avec des promoteurs, des avocats spécialisés dans l'environnement et des propriétaires de biens côtiers. J'ai appris comment fonctionnait l'immobilier côtier, comment les droits de développement fonctionnaient, comment les réglementations environnementales affectaient la valeur des propriétés, comment les investisseurs intelligents identifiaient les propriétés côtières sous-évaluées, et j'économisais tout. Chaque euro au-delà du strict minimum des dépenses courantes allait dans des comptes d'investissement. J'ai étudié les marchés immobiliers de manière obsessionnelle, appris le droit de la propriété, travaillé discrètement avec des investisseurs et des promoteurs. À 27 ans, j'ai fait mon premier achat, un petit terrain en bord de mer à Biarritz qui était empêtré dans des problèmes de permis environnementaux. Je l'ai acheté pour 140 000 €. J'ai utilisé chaque euro que j'avais économisé, plus un petit prêt. J'ai passé 8 mois à naviguer dans le processus de permis. J'ai obtenu l'approbation pour un petit développement écologique. J'ai vendu le terrain 18 mois plus tard pour 380 000 €. Personne dans ma famille ne le savait. Ils pensaient que je travaillais toujours pour l'organisation à but non lucratif, ayant à peine de quoi payer le loyer. J'ai pris ce profit et j'ai commencé à investir stratégiquement. Plus de propriétés côtières avec un potentiel de développement. De petits chalets de plage qui pouvaient être rénovés. Des terrains nécessitant un défrichage environnemental que je savais obtenir. À 30 ans, mon portefeuille immobilier valait 1,8 million d'euros. À 32 ans, 4,2 millions d'euros.
Ma famille pensait toujours que j'étais une employée d'une organisation à but non lucratif en difficulté, vivant au jour le jour. Antoine, pendant ce temps, est devenu associé dans son cabinet de conseil. Son salaire est monté à 210 000 € plus des primes. Il a acheté un plus grand appartement, s'est fiancé à Mélissa, une représentante en produits pharmaceutiques. Ils ont posté des photos sans fin de dîners coûteux, de week-ends à Saint-Tropez et de dégustation de vin en Bourgogne. Je vivais toujours simplement. J'ai déménagé du studio à un appartement d'une chambre au-dessus d'un magasin de surf. Je conduisais une Honda de 5 ans. Je portais des shorts et des t-shirts la plupart des jours. Je travaillais à distance maintenant. J'étais passé à la consultation sur des projets de développement côtier tout en gérant mon portefeuille de propriétés en pleine croissance. À 34 ans, j'ai vu l'opportunité que j'attendais. Le resort du Pélican, une propriété en bord de mer en difficulté à Lacanau, près de Bordeaux. 32 unités, un restaurant, une piscine, un accès direct à la plage. De belles bases mais catastrophiquement mal gérées, ne respectant pas les normes environnementales, une infrastructure obsolète, une dette croissante. Il allait être saisi. J'ai passé 3 mois à faire des due diligence, des évaluations environnementales, des études structurelles, des analyses financières, des études de potentiel de développement. La propriété nécessitait 2,4 millions d'euros de mise à niveau et de dépollution environnementale, mais elle se trouvait sur 7 hectares de terrain privilégié en bord de mer. Une fois correctement gérée et mise en conformité environnementale, elle pourrait valoir entre 18 et 22 millions d'euros. J'ai structuré une acquisition complexe, utilisé 3,1 millions d'euros de mon portefeuille, fait venir 2 investisseurs silencieux, obtenu un financement pour le reste. Le budget total d'acquisition et de rénovation, 11,7 millions d'euros. À 35 ans, je suis devenue la propriétaire majoritaire du resort du Pélican. J'ai passé les 18 mois suivants à exécuter une transformation complète, dépollution environnementale, mise à niveau de l'infrastructure, rénovation des 32 unités, reconstruction du restaurant, nouvelle piscine, nouvel aménagement paysager, tout était nouveau. Mais je l'ai fait de manière durable. Panneaux solaires, système de récupération d'eau, aménagement paysager avec des plantes indigènes, éclairage respectueux des tortues. Le complexe est devenu un modèle de développement côtier durable. Il a été présenté dans des publications de tourisme environnemental. Les taux d'occupation ont grimpé à 87%. Les revenus ont triplé. Valorisation actuelle, 23,5 millions d'euros. Ma fortune personnelle, y compris le complexe et d'autres propriétés, s'élevait à 31,2 millions d'euros. Ma famille pensait que je travaillais toujours pour une organisation à but non lucratif, gagnant probablement 45 000 € par an. J'avais acheté l'une des unités du complexe pour mon usage personnel. Un appartement de 3 chambres en bord de mer au dernier étage. Rien d'extravagant selon les standards du complexe, mais il avait des bails vitrés donnant sur l'océan, un balcon enveloppant et un accès direct à la plage. Je n'en avais jamais parlé à ma famille, je ne les avais jamais invités à visiter. Ils ne me posaient de toute façon pas de questions sur ma vie, donc il n'y avait rien à expliquer. Le complexe était géré sous le nom d'une société de gestion, Horizon Côtier Propriété SARL. Mon nom n'apparaissait nulle part dans les registres publics, sauf enfoui dans les documents d'entreprise. Le personnel me connaissait sous le nom de Monsieur Duval, mais la plupart ne m'avaient jamais vu. Je gérais à distance et restais discret lors de mes visites occasionnelles. Seul le gérant du complexe, Madame Dubois, et quelques membres clés du personnel savaient à quoi je ressemblais. Puis Antoine a appelé. C'était un mardi après-midi. J'étais assis sur le balcon de mon appartement, révisant les rapports financiers trimestriels, quand mon téléphone a sonné. « Louis, comment ça va, petit frère ?»« Salut Antoine, je vais bien. Écoute, j'appelle en fait pour quelque chose d'important. Tu sais que tu as des difficultés financières ? » Je n'avais pas de difficultés, mais d'accord. Mélissa et moi en parlions et nous voulons t'aider. Nous savons que tu vis dans ce sale appartement, travaillant pour l'organisation à but non lucratif pour quasiment pas d'argent. Nous voulons faire quelque chose pour toi. C'est gentil de ta part. Mais tu te souviens de cet appartement de plage que tu as mentionné il y a des années ? Celui de Lacanau ?
Mon sang se glaça. Quoi à propos de ça? Eh bien, j'ai fait quelques recherches, trouvé les registres de propriété. Ce petit appartement que tu as acheté comme investissement. Il l'a dit comme si investissement était une jolie fantaisie. Il vaut quelque chose maintenant. Peut-être 180 000 euros d'après les ventes comparables dans la région. Antoine, laisse-moi finir. Je sais que tu ne peux probablement pas te permettre les taxes foncières et l'entretien. Les petits appartements comme ça sont des gouffres financiers. Alors, j'ai pris l'initiative. J'ai trouvé un acheteur par l'intermédiaire d'un ami agent immobilier. Offre en espèces, clôture rapide. 185 000 euros. Ça te permettra de rembourser tes dettes, de prendre un nouveau départ. Tu as fait quoi? Je t'ai aidé. L'acheteur est motivé. Prêt à conclure la semaine prochaine. J'ai déjà commencé les démarches puisque j'ai cette ancienne procuration de quand tu faisais ce projet au Costa Rica. Tu te souviens, tu m'avais donné accès pour gérer des choses pendant que tu étais à l'étranger. Je peux signer en ton nom. Facile. Cette procuration. Je l'avais oubliée. Il y a 5 ans, lors d'un projet de conservation de 3 mois, j'avais donné à Antoine une procuration limitée pour gérer une seule transaction immobilière si nécessaire. Elle était censée expirer après cette transaction. Apparemment, il avait toujours le document. Antoine, tu ne peux pas vendre ma propriété. Frère, je t'aide. 185 000 euros c'est plus que ce que tu obtiendrais en la vendant toi-même. L'acheteur renonce même à l'inspection. Tu devrais me remercier. Je ne vends pas. Louis, sois réaliste. Tu ne peux pas te permettre de garder un appartement de plage. Les taxes à elles seules te tuent probablement. Prends l'argent. Rembourse tes dettes. Prends un nouveau départ. Antoine, écoute-moi très attentivement. Cette propriété n'est pas à vendre. Tu n'as pas l'autorité pour la vendre. J'ai une procuration pour une transaction spécifique qui s'est terminée il y a 5 ans. Cette autorité a expiré. Si tu tentes de vendre ma propriété, tu commettras une fraude. Silence. Fraude? Mon Dieu, Louis, j'essaie de t'aider. Alors arrête. Ne signe rien. Ne parle à aucun acheteur. Laisse ma propriété tranquille. Maman et papa sont d'accord avec moi. Nous pensons tous. Tu as discuté de ma propriété avec maman et papa? Bien sûr, nous sommes inquiets pour toi. Cette vente est la meilleure chose pour ta situation financière. J'ai raccroché immédiatement. J'ai appelé Madame Dubois, ma gérante du complexe. Madame Dubois, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose d'urgence. Quelqu'un pourrait tenter de vendre frauduleusement mon appartement personnel. J'ai besoin que la sécurité soit renforcée et que des documents de propriété soient clairement affichés. Monsieur Duval, je m'en occupe immédiatement. Dois-je alerter notre équipe juridique? Oui. Et Madame Dubois, la personne qui tente la vente est mon frère. Il agit sous une procuration expirée. S'il se présente à la propriété ou contacte le personnel du complexe, je veux être informé immédiatement. Compris, monsieur. Je me suis assis sur mon balcon, regardant les vagues, digérant ce qu'Antoine avait tenté de faire. Mon téléphone a vibré. Discussion de groupe familial. Antoine vient d'essayer d'aider Louis à vendre son petit appartement. Il est devenu sur la défensive. Maman, il est probablement gêné par sa situation financière. Papa, la vente semble intelligente. Peut-être devrions-nous lui parler ensemble. Antoine, j'ai déjà trouvé un acheteur. 185 000 euros en espèces. La transaction devrait être conclue la semaine prochaine. Maman, c'est merveilleux. Il a besoin d'argent. J'ai regardé les messages. Il prévoyait de forcer la vente de ma propriété. Une propriété qui valait. J'ai sorti des évaluations récentes, environ 1,2 million d'euros car il s'agissait d'une unité premium dans un complexe désormais de luxe. Ils essayaient de vendre mon appartement d'une valeur de 1,2 million d'euros pour 185 000 euros. Je n'ai pas répondu à la discussion de groupe. Au lieu de cela, j'ai appelé mon avocat.
David, j'ai besoin d'aide pour une situation familiale qui est sur le point de devenir une situation juridique. Après avoir tout expliqué, David est resté silencieux un instant. Louis, pour être clair, votre frère tente de vendre votre résidence personnelle, qui fait partie d'un complexe que vous possédez, pour une fraction de sa valeur, en utilisant une autorité légale expirée. Correct. C'est une tentative de vol, de fraude, et potentiellement de fraude immobilière. Nous devons arrêter cela immédiatement. Au cours des 24 heures suivantes, David a travaillé rapidement, a envoyé des lettres de mise en demeure, a contacté l'agent de l'acheteur, qui a été choqué d'apprendre la valeur réelle et la situation de la propriété, a déposé des avis auprès du bureau d'enregistrement du comté, a préparé des documents pour d'éventuelles poursuites pénales. Puis Antoine s'est présenté au complexe. Madame Dubois m'a appelé le mercredi à 14 heures. Monsieur Duval, votre frère vient d'arriver à la réception avec un agent immobilier et un couple qui semble être des acheteurs. Ils demandent l'accès à votre appartement pour le montrer. Ne leur accordez pas l'accès. Je serai là dans 15 minutes. J'étais déjà au complexe, j'étais resté dans mon appartement depuis l'appel d'Antoine, anticipant ce scénario exact. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au hall. Je portais ce que je portais toujours, short, t-shirt, Tom. Je ressemblais à n'importe quel autre vacancier. Pas au propriétaire d'un complexe de 23,5 millions d'euros. Antoine se tenait à la réception, se disputant avec Madame Dubois. Derrière lui, un agent immobilier nerveux et un couple d'âge moyen qui semblait ravis d'acheter un appartement de plage. Je me fiche de vos politiques, disait Antoine à voix haute. J'ai une procuration pour le propriétaire. Je suis autorisé à accéder à la propriété. Madame Dubois est restée calme. Monsieur, comme je l'ai expliqué, cette procuration est expirée et invalide. Nous ne pouvons pas accorder l'accès sans la permission explicite de Monsieur Duval. C'est ridicule. C'est l'appartement de mon frère. Il est juste difficile parce qu'il est gêné par ses finances. Je me suis approché du comptoir. Salut, Antoine. Il s'est retourné. Louis, enfin. Dis à ta réceptionniste de nous laisser voir l'appartement. Ce sont les acheteurs, Thomas et Sandrine. Ils sont prêts à faire une offre. Je t'ai dit que la propriété n'était pas à vendre. Louis, allons. Sois raisonnable. 185 000 € est un excellent prix pour un petit appartement comme celui-ci. L'agent immobilier regardait autour du hall du complexe. Les sols en marbre, l'éclairage personnalisé, les vues sur l'océan à travers les baies vitrées. On pouvait l'avoir recalculé. Monsieur Duval, dit-elle prudemment, puis-je vous demander sur quelle vente comparable vous basez votre évaluation? Parce que ce complexe semble être assez haut de gamme et... L'appartement n'est pas à vendre à aucun prix, dis-je. Antoine m'a attrapé le bras. Arrête d'être têtu. Tu as besoin de cet argent. Nous essayons de t'aider. Madame Dubois s'est éclairci la gorge. Monsieur Antoine Duval, je dois vous informer que la sécurité du complexe a été avertie de cette situation. De plus, notre équipe juridique a préparé des documents concernant votre tentative de vente frauduleuse de la propriété du complexe. Antoine la fixa. Propriété du complexe? C'est l'appartement de mon frère. Oui, dit Madame Dubois calmement. La résidence privée de votre frère, qui se trouve dans le resort du Pélican, dont votre frère est le propriétaire. Le silence fut assourdissant. Quoi, dit Antoine. Je suis le propriétaire du resort du Pélican, dis-je doucement. Depuis 3 ans. L'appartement que tu essaies de vendre pour 185 000 € vaut environ 1,2 million d'euros et est ma résidence privée. Le visage d'Antoine a changé de couleur plusieurs fois. Tu possèdes ce complexe? Les 32 unités. Le restaurant, 7 hectares de propriété en bord de mer, valorisation actuelle, 23,5 millions d'euros. L'agent immobilier fit un petit son d'étouffement. Thomas et Sandrine, les acheteurs potentiels, reculaient lentement. C'est impossible, dit Antoine. Tu travailles pour une organisation à but non lucratif. Tu conduis une voiture pourrie. Tu vis dans un appartement minable. Je vis ici, corrigeai-je.
L'appartement à Biarritz est une propriété d'investissement que je loue. C'est ma résidence principale. Depuis 2 ans. Mais tu n'as pas d'argent. Maman et papa ont dit. Maman et papa ont supposé. Vous avez tous supposé. Je n'ai jamais rien confirmé. Vous n'avez juste jamais posé assez de questions pour apprendre la vérité. Madame Dubois avait sa tablette. Monsieur Duval, dois-je informer votre frère de la situation juridique? Nos avocats ont préparé une documentation assez complète. S'il vous plaît. Madame Dubois se tourna vers Antoine. Monsieur Antoine Duval, vous avez tenté de vendre une propriété que vous ne possédez pas en utilisant une autorisation légale expirée pour environ 15% de sa valeur réelle. Cela constitue une tentative de fraude immobilière et de vol. Notre équipe juridique a préparé des plaintes pénales auprès des forces de l'ordre local et des poursuites civiles pour dommages et intérêts. Le visage d'Antoine était devenu pâle. J'essayais de l'aider. En volant sa propriété, demandai-je calmement. Je ne savais pas. Tu m'as laissé croire que tu étais fauché. Tu as supposé que j'étais fauché. Tu n'as jamais posé de questions sur ma situation financière réelle. Tu as juste décidé que tu savais. Et puis tu as essayé de vendre ma propriété sans permission. L'agent immobilier reculait vers la sortie. Je dois y aller. Je n'avais aucune idée de tout cela. On a dit à mon client que c'était une vente légitime. Mon frère a dit correctement à votre client que c'était ma propriété, dis-je. Ce qu'il a omis de mentionner, c'est qu'il n'avait aucune autorité pour la vendre et qu'elle vaut 6 fois ce qu'il vous a cité. Elle s'enfuit. Thomas et Sandrine la suivirent rapidement. Antoine se tenait au milieu du hall de mon complexe, l'air perdu. Louis, je ne comprends pas. Comment possèdes-tu un complexe? Où as-tu trouvé des millions d'euros? J'ai investi stratégiquement pendant 15 ans. J'ai travaillé dans le développement côtier, appris le droit de la propriété, acheté des propriétés sous-évaluées, construit un portefeuille. Ce complexe était ma plus grande acquisition. Je l'ai acheté en saisie, je l'ai rénové, je l'ai transformé. Mais tu vis comme si tu étais pauvre. Je vis simplement parce que je n'ai pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Je conduis une voiture fiable parce que je me fiche des symboles de statut. Je porte des shorts et des t-shirts parce que je vis à la plage. Rien de tout cela n'a à voir avec ma fortune nette. Qui est de combien? Sa voix était creuse. Environ 31 millions d'euros, principalement en capitaux immobiliers. Il s'assit lourdement sur l'un des meubles sur mesure du hall, une chaise qui coûtait 2400 euros. Mon Dieu! Le téléphone de Madame Dubois vibra. Monsieur Duval, la police locale est là. Ils aimeraient des déclarations concernant la tentative de fraude. 2 officiers entrèrent dans le hall. J'ai passé l'heure suivante à donner des déclarations, à fournir des documents, à leur expliquer la tentative de vente d'Antoine. Antoine est resté silencieux pendant tout cela, l'air de plus en plus dévasté à mesure que les implications juridiques devenaient claires. Après que la police soit partie avec des documents et la promesse d'examiner l'affaire avec le procureur, Antoine a finalement parlé. Vais-je aller en prison? Cela dépend de plusieurs facteurs, dis-je. Si le procureur décide de poursuivre, si tu restitues les dommages, si je décide de porter plainte. Tu enverrais ton propre frère en prison? Tu as essayé de me voler une propriété valant plus d'1 million d'euros. Comment appelleriez-vous cela? Une erreur. Je pensais que j'aidais. Tu pensais en savoir plus que moi sur ma propre vie et ma propre propriété. Tu as supposé que j'étais incompétent et que j'avais besoin de ton aide. Tu n'as jamais demandé la permission. Tu as juste décidé. La voix de maman vint de derrière nous. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis retournée. Maman et papa se tenaient à l'entrée du hall, l'air confus. Maman, papa, qu'est-ce que vous faites ici? Antoine a appelé. Papa a dit qu'il y avait une certaine confusion concernant la vente de l'appartement. Nous sommes venus pour aider à arbitrer. Il n'y a pas de confusion, dis-je. Antoine a tenté de vendre ma propriété, cet appartement dans ce complexe que je possède, sans ma permission, en utilisant une autorisation légale expirée pour une fraction de sa valeur. Ce complexe?
Maman regarda autour d'elle lentement. Louis, de quoi Antoine parle-t-il? Tu possèdes un complexe? Madame Dubois s'avança. Monsieur et Madame Duval, je suis Patricia Dubois, gérante du complexe. Votre fils Louis est le propriétaire du resort du Pélican, et ce, depuis 3 ans. Il a acquis la propriété en saisie et a exécuté une rénovation complète qui l'a transformé en l'un des meilleurs complexes côtiers durables de la région. Maman s'assit à côté d'Antoine, tous les deux me regardant comme si j'étais un étranger. Papa marcha jusqu'aux fenêtres du hall, regardant la plage immaculée, la zone de la piscine rénovée, la terrasse du restaurant. Tu possèdes tout cela? Oui. Comment? 15 ans d'investissements immobiliers stratégiques, commencé avec un petit terrain à Biarritz, et construit à partir de là. Je me spécialise dans les propriétés côtières présentant des défis environnementaux que je sais résoudre. Mais tu travailles pour une organisation à but non lucratif, dit maman faiblement. J'y ai travaillé, au passé, il y a 10 ans. Je suis consultant privé et investisseur immobilier depuis la dernière décennie. Vous n'avez juste jamais posé de questions sur mon travail actuel. Nous pensions que tu étais en difficulté, dit-elle. Pourquoi? Parce que je ne poste pas de photos de dîner coûteux sur les réseaux sociaux? Parce que je ne conduis pas une voiture de luxe? Parce que je ne parle pas constamment d'argent comme Antoine? Antoine tressaillit à cela. Tu nous as laissé penser que tu avais besoin d'aide. Papa dit, je vous ai laissé supposer ce que vous vouliez supposer. Vous aviez besoin que je sois le jeune frère en difficulté pour qu'Antoine puisse être celui qui réussit. Cela faisait fonctionner la dynamique familiale. Je ne vous ai pas corrigé parce qu'honnêtement, c'était plus facile que de gérer vos attentes. Nous aurions été fiers de toi, dit maman. Auriez-vous ou m'auriez-vous simplement traité différemment? Commencez à demander de l'argent, à vouloir des investissements, à vous attendre à ce que je résolve vos problèmes? J'ai vu ce qui se passe lorsque les familles découvrent que quelqu'un est riche. Cela change tout. Le téléphone de Madame Dubois vibra. Monsieur Duval, votre avocat est en appel vidéo. Il aimerait discuter des prochaines étapes. J'ai pris l'appel dans mon bureau privé. Un petit espace à côté du hall principal que la plupart des clients ne connaissaient même pas. David est apparu à l'écran. Louis, le procureur est très intéressé par cette affaire. La tentative de fraude immobilière pour ce montant est grave. Que voulez-vous faire? J'y ai réfléchi, à Antoine assis dans mon hall dévasté. À mes parents confus et blessés. À 15 ans d'être sous-estimés. Quelles sont les options? Poursuite complète. Il pourrait faire face à des accusations de crime, à une peine de prison, où nous pouvons négocier un règlement, une restitution, une admission formelle de faute, des ordonnances restrictives concernant votre propriété, une probation. Quelle est votre recommandation? Honnêtement, c'est votre frère. Si vous voulez préserver une relation familiale, un règlement est probablement préférable. Mais c'est à vous de décider. Ce qu'il a fait était suffisamment grave pour être poursuivi pleinement. Laisse-moi lui parler d'abord. Je te rappellerai. Je suis retournée au hall. Ma famille était assise ensemble sur les meubles coûteux, l'air petit et perdu. Antoine, parlons en privé. Nous sommes sortis sur la plage. Le soleil se couchait, transformant l'eau en rose dorée. Ma plage, mon complexe, mon succès en lequel personne n'avait cru. Je suis désolé, dit Antoine immédiatement. Je pensais sincèrement que j'aidais. Je n'avais aucune idée que tu réussissais. Tu semblais en difficulté et je voulais arranger ça. Pourquoi pensais-tu que j'étais en difficulté? Parce que tu vis simplement. Parce que tu ne parles pas d'argent. Parce que tu n'es pas ostentatoire comme. Il s'arrêta. Comme toi, j'ai terminé doucement. Oui. Comme moi. Je base tout sur les apparences. L'appartement, la voiture, les publications sur les réseaux sociaux. Je mesure le succès par le statut visible. Tu ne fais rien de tout cela. Alors j'ai supposé que tu n'avais rien. J'ai tout ce qui compte pour moi. L'entreprise que j'ai bâtie. Des propriétés que j'aime. Un travail qui correspond à mes valeurs. La sécurité financière, la paix.
Et une famille qui t'a complètement mal compris. Oui. Nous avons marché en silence pendant un moment. Que se passe-t-il maintenant ? Demanda Antoine. Le truc du procureur. Vais-je aller en prison ? Cela dépend. De quoi ? De si tu comprends ce que tu as mal fait. Pas seulement la partie illégale. L'hypothèse fondamentale que tu en savais plus que moi sur ma propre vie. Je comprends. Je comprends vraiment. J'ai fait des suppositions basées sur les apparences et j'ai failli détruire quelque chose que tu as bâti. Je suis tellement désolé, Louis. J'ai besoin de plus que désolé. J'ai besoin d'un vrai changement. Peux-tu faire cela ? Quel genre de changement ? Arrêtez de mesurer le succès par des symboles de statut. Arrêtez de supposer que tu en sais plus que les autres sur leur vie. Arrêtez d'essayer de réparer des choses qui ne sont pas cassées. Peux-tu faire cela ? Il est resté silencieux longtemps. Je peux essayer. Je veux essayer. Alors voici ce qui se passe. Tu effectues une restitution formelle de 15 000 € pour les frais juridiques, les dommages et montants passés à gérer ce désordre. Tu suis une thérapie pour comprendre pourquoi tu te sentais en droit de contrôler ma propriété. Tu te tiens à l'écart de toutes mes affaires commerciales à moins d'y être explicitement invité. Toute violation de ces conditions et je poursuis pleinement. Compris ? Oui. Tout. Je le ferai. Et Antoine ? Si nous reconstruisons une relation, elle doit être réelle, non basée sur l'argent, le statut ou les comparaisons. Juste deux frères qui se connaissent vraiment. Peux-tu faire cela ? J'aimerais essayer, dit-il doucement. Nous sommes retournés au complexe. Maman et papa étaient toujours dans le hall, l'air épuisé. Nous allons gérer cela en privé, leur dis-je. Antoine effectuera une restitution et nous travaillerons à rétablir la confiance, mais nous devons établir des limites. Quel genre de limites ? Demanda maman. Vous n'avez plus le droit de faire des suppositions sur ma vie. Vous n'avez plus le droit de décider ce qui est le mieux pour moi. Vous n'avez plus le droit de me traiter comme le jeune frère en difficulté qui a besoin d'être sauvé. Si vous voulez une relation avec moi, elle doit être basée sur qui je suis réellement. Papa hocha lentement la tête. Juste. Plus que juste. Nous te devons des excuses massives, Louis. Pour des années à ne pas te voir. J'accepte les excuses, mais les excuses ne sont que des mots. J'ai besoin de voir un comportement changer. Tu le verras, promis maman. Pouvons-nous recommencer ? Vraiment te connaître. Peut-être, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai besoin que vous partiez tous. Laissez-moi digérer cela. Ils sont partis lentement, Antoine se retournant 2 fois avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Un véritable remords mêlé à quelque chose comme du respect. Madame Dubois s'approcha après leur départ. Monsieur Duval, vous avez géré cela avec une grâce remarquable. Merci, Madame Dubois. Pouvez-vous me rendre un service ? Tout ce que vous voulez. Renforcer la sécurité de ma résidence personnelle. Changer tous les codes d'accès et informer tout le personnel. Si un membre de ma famille apparaît sur la propriété sans ma permission explicite, je veux être informé immédiatement. Considérez que c'est fait. Puis, monsieur, pour ce que ça vaut, tout le personnel est incroyablement fier de vous. Ce que vous avez construit ici, la façon dont vous avez géré cette situation. Vous êtes un leader exceptionnel. Je suis retourné à mon appartement, me suis tenu sur le balcon, regardant les vagues, digérant tout. Mon téléphone a vibré. Texte d'Antoine. Premier versement de la restitution transférée. 10 000 €. Nous enverrons le reste au cours des prochains mois. Je commence la thérapie la semaine prochaine. Merci de me donner une chance. Puis, de papa, Louis, ta mère et moi restons à Biarritz ce soir. Pouvons-nous t'inviter à déjeuner demain ? Pas de suppositions, pas de conseils, juste écouter. J'ai répondu à papa, déjeuner, ça marche. 9 h, il y a un café à Biarritz que j'aime. Je te texte l'adresse. À Antoine, je n'ai pas encore répondu. Les mots étaient faciles. J'avais besoin de voir un comportement changer durablement.
Au cours des 3 mois suivants, les choses ont lentement évolué. Antoine a payé l'intégralité de la restitution, a commencé une thérapie, m'a appelé chaque semaine, me posant réellement des questions sur mon travail, ma vie, mes pensées. Il a cessé de publier du contenu ostentatoire sur les réseaux sociaux. Il a commencé à examiner sa propre relation avec le statut et le succès. Maman et papa sont venus tous les mois, de vraies visites où ils ont posé de vraies questions, ont visité mes propriétés, ont rencontré mon personnel, ont appris mon travail dans le développement durable, ont commencé à comprendre qui j'étais réellement plutôt que qui ils avaient supposé que j'étais. Le procureur a examiné l'affaire et a décidé de ne pas poursuivre compte tenu de la restitution et de la résolution familiale. L'acheteur et l'agent immobilier ont entièrement disparu du tableau, ayant appris leur leçon sur la diligence raisonnable. 6 mois après la tentative de vente d'Antoine, il m'a appelé depuis le bureau de son thérapeute. Puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Me pardonnes-tu? Vraiment? J'y ai réfléchi. Je travaille au pardon. C'est un processus. Tu as essayé de me voler, mais tu as fait le travail pour changer. Continue à faire ce travail et nous y arriverons. Juste. Et, puis-je te demander autre chose? Vas-y. Comment as-tu fait? Construire tout cela pendant que nous étions si occupés à te rejeter. J'ai cessé d'avoir besoin de votre validation. Une fois que j'ai réalisé que votre approbation n'importait pas, que je construisais pour moi-même, pas pour un public. Tout est devenu plus facile. J'ai pu me concentrer sur le travail au lieu de la performance. C'est en fait très sage. La thérapie t'aide, hein? Il a ri. Oui. Il s'avère que j'ai des problèmes avec la validation externe et la comparaison compétitive.